cher Marc-Gabriel, tu voulais nous parler d'Epstein dans tous ses états, en fait, concernant la France. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'Epstein à Versailles? C'est très intéressant. Oui, alors oui, pour ne pas changer, je vais évoquer Epstein avec nos auditeurs. On a appris bon, cette semaine, en gros, que Epstein, vous savez, avait visité Versailles en 2013 avec Jack Lang, qui n'a d'ailleurs toujours pas été inculpé et même mis en examen, hein, sur le volet. Non, non, il est sous protection policière, Il est Marc-Gabriel. sous protection policière contre les méchantes dénonciations complotistes, et sa fille non plus d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, ça a été on va dire, la communication chaotique, alors que pourtant, dans le gouvernement Macron, il ne reste plus grand-chose, si ce n'est des capacités à communiquer, mais la communication chaotique de la nouvelle ministre de la Culture qui a remplacé Rachida Dati en cette période de municipale, Madame Catherine Pégard, qui, dans un premier temps, avait totalement nié le fait que Epstein se soit rendu au Louvre lorsqu'elle était directrice pas du Louvre, pardon, excusez-moi, de Versailles, du château de Versailles. Versailles, lorsqu'elle était directrice du château de Versailles. Et il y avait tout de suite après sa nomination, ce qui est quand même, c'est aussi un effet intéressant des réseaux sociaux, en tout cas pour l'anecdote, c'est que quand elle avait été nommée directement après sa nomination, c'était un peu une journée de remise des Césars, il me semble, sur Twitter, on avait vu une photo d'elle. Alors ça le fait quand même, je trouvais que ça l'avait fait un peu moyen, une photo d'elle avec Epstein et Jack Lang en pleine affaire Epstein. Donc on avait dit, bon, bah, ça y est, elle commence bien, cette nouvelle ministre de la Culture. Elle avait balayé le fait qu'Epstein se soit rendu à Versailles pendant son mandat. Donc, et ce que je trouve, alors ça veut pas dire grand-chose une photo. Il faut être réaliste. C'est pas parce qu'on vous prend en photo de manière furtive avec un célèbre visiteur comme Jeffrey Epstein, qui était quand même accompagné de Jack Lang, qui est une personnalité politique que Madame Pégard devait connaître, à coup sûr, puisqu'il était déjà président de l'Institut du monde arabe. Mais ce qui est intéressant, Et c'est ancien ministre de la Culture. Donc, comment elle pouvait ne évidemment, pas... évidemment, et ancien ministre de la Culture. Donc, bon, elle ne se souvenait pas de Jeffrey Epstein, ce qui est possible. Faut pas charger la mule, on va dire. Mais Non, non, c'est ce qui est. Marc-Gabriel, je suis pas d'accord. Je veux bien dire qu'une photo ne signifie pas, ou le fait de le connaître ne signifie pas qu'elle était impliquée dans les crimes pédocriminels d'Epstein. Mais en revanche, dire qu'elle ne se souvient pas d'une visite très très privée, c'est marqué dans l'article. C'est une visite très très privée. Il y a même des gens costumés lors de cette visite, donc c'est une visite très particulière. Et dire qu'elle s'en souvient pas, mais c'est juste insupportable. Faut qu'elle aille se soigner de son Alzheimer dans ce cas, parce que on peut pas Ça, oublier ça. c'est ton intransigeance. Je veux bien, moi, allez, je suis gentil, c'était il y a 13 ans. Je veux bien lui laisser le doute du fait qu'elle ne s'en souvienne pas, mais il est vrai, et tu as raison, c'était une visite privée dans un cadre très spécifique, et a priori, même, c'est même des visites, vous savez, qui sont accordées à des donateurs. Donc soit de certains musées ou soit du château de Versailles. Vous savez que, bah, notamment à Versailles, vous avez notamment la famille Rothschild qui a fait des dons importants pour la conservation de certaines œuvres ou de certaines salles, avec la réfection de meubles ou la réfection de pièces. Et c'est vrai qu'à mon avis, vu le contexte, je pense qu'elle devait certainement se souvenir de cette visite, mais on va lui accorder le bénéfice du doute. Mais ce que j'ai trouvé chaotique, c'est la communication. C'est-à-dire, elle a nié, en fait, elle a nié tout de suite, alors que la réalité, c'est qu'elle aurait pu dire, bah écoutez, oui, c'est pas impossible. Si Jeffrey Epstein était avec Jack Lang, il est arrivé qu'il y ait des visites privées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a nié, et après, mis devant le fait accompli, elle a été obligée de dire, ah ben oui, oui, c'est bien moi sur la photo. Jeffrey Epstein visité Versailles. Et c'est toujours enfin, je veux dire, je trouve qu'ils sont pas bons. Même dans la gestion de crise ou dans la gestion des dommages, le personnel politique est vraiment de mauvaise qualité. Et pour revenir sur le fond, et là, ça va aller dans ton sens, ma chère Lara, c'est que Catherine Pégard est une ancienne conseillère
de Nicolas Sarkozy. Et quand on s'aperçoit que, on va dire, les réseaux sarkozystes sont quand même assez présent dans les dossiers Epstein et dans le volet français, on peut se poser la question de l'éventuelle proximité de certains acteurs avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, sachant qu'il y a Olivier Colomb qui n'est toujours pas inquiété par la justice à notre connaissance, qui était un des conseillers de Nicolas Sarkozy et très très proche de Jeffrey Epstein. Donc on voit qu'il y avait un réseau, et ça va faire le lien avec ce que je voulais développer après, c'est qu'en fait, plus les semaines passent, plus déjà ça renforce la suspicion du fait que Paris était le carrefour européen du réseau Epstein, c'est-à-dire Paris était la place où Epstein organisait ses affaires, organisait ses déplacements, il recevait des personnages importants, on l'avait vu avec Ehud Barak, etc., mais aussi faisait venir des jeunes filles, notamment par l'intermédiaire de réseaux d'agences de mannequins avec les fameux Jean-Luc Brunel, Ben Chemoul et Daniel Siad. Donc là, il y avait clairement les rabatteurs, on l'a déjà dit, qui étaient en France. Mais là, on le voit alors, il faut quand même le noter, et je le dis toujours, les médias alternatifs influent sur les médias de grand chemin. On a des articles qui sortent, notamment de Libération ou du Monde, etc., qui commencent à décrire le Epstein parisien, c'est-à-dire et ses entrées dans le monde parisien de la culture. Et il y a même des articles de presse spécialisés sur la culture qui expliquent quelles étaient les croûtes que Epstein possédait. Alors quand je dis les croûtes, c'est les tableaux de Oui, oui. maître qu'Epstein possédait, qui il fréquentait dans le monde de la culture. Et bon, évidemment, c'est sûr que quand on côtoie Jack Lang et la famille Lang, je pense qu'on peut se douter qu'Epstein avait ses entrées dans le petit monde de la culture parisienne. Mais là, ça se matérialise de plus en plus et on voit en fait, on peut faire certaines connexions. J'ai lu un article là d'un auteur qui décrivait les œuvres qui étaient exposées au 22 avenue Foch à Paris. Et par exemple, il y avait les œuvres. Alors, pour certains, je pense que les gens, ça va leur parler. Epstein collectionnait, vous savez, les photos de nus d'un certain photographe, David Hamilton, qui était un photographe britannique installé en France depuis les années 50 et qui, alors, attention, hein, chose assez rare dans les gens qui ont côtoyé Epstein, s'est suicidé. David Hamilton s'est suicidé en 2016 euh, et en fait, il avait été accusé d'agression sexuelle par des mineurs et notamment Flavie Flament, une célèbre présentatrice qui l'avait accusé de l'avoir violée quand elle était mineure. Donc là, en fait, ça refait un lien. En fait, on s'aperçoit que quand il y a Epstein au milieu de la pièce et on commence à voir toutes les ramifications et les éventuelles connexions avec des affaires de pédocriminalité qui a priori n'étaient pas directement liées à l'affaire Epstein. Et tout doucement, en fait, on commence à faire les liens. Donc je trouve que c'est très très intéressant, surtout que David Hamilton avait des connexions vraies. Il était britannique, donc c'était des connexions, on va dire, dans le monde de la culture occidentale, atlantico, le monde atlantique, anglo-saxon, britannique et américain et français. Donc on voit que ce milieu se ressemble. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que Epstein était un délinquant financier, c'est-à-dire en fait, il pratiquait, on va dire, il gérait des fortunes. Officiellement, il gérait la fortune de Letz Wexner, il donnait des conseils pour Ariane de Rothschild, etc. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait une appétence et surtout, a priori hein, des compétences pour l'achat d'œuvres d'art, puisque Caroline Lang, souvenez-vous, le trust cofondé par Epstein et Caroline Lang. Alors, je sais plus, je dis Caroline, mais je Non, non, me c'est trompe peut-être. Caroline. C'est C'est Caroline. Hein. Caroline. Et Parce que c'est Valérie qui avait. était, c'est Valérie, la fille de Lang, qui était à la tête du journal européen. Donc, elle parle
chez Ardisson à un moment du fait qu'elle est très fière parce qu'elle va présider, enfin, elle va prendre la rédaction en chef du Européen par le biais de Robert Maxwell. Maxwell. Et ça, c'est filmé et il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les fichiers Epstein pour comprendre que la famille Lang était liée avec Maxwell avant même que Epstein n'entre en scène. Mais moi, ce qui me dérange dans l'histoire, Marc Gabriel, dis-moi si je me trompe, lorsque on pose la question à Pégard, est-ce que vous avez rencontré Epstein ou pas? Le fait de l'avoir rencontré n'incrimine en rien disons son avenir politique ou son passé ou quoi que ce soit. Mais dès le départ, mentir, sachant que derrière risque d'y avoir des preuves, c'est ça qui est hallucinant. Ça montre plutôt le côté où la personne sait parfaitement ce qu'elle a fait avec. Au contraire, c'est bien plus profond qu'une simple photo dans la galerie des glaces avec Epstein. À mon avis, c'est ça, parce que moi, je me serais prise en photo avec un type qui serait serial killer de je sais pas quoi. Je dirais, bah oui, je l'avais rencontré. Vous imaginez à quel point je suis scandalisée aujourd'hui je suis passée pas loin d'être sa victime, quoi. Tu vois. Mais non, ils n'agissent pas comme ça. Connais pas, jamais vu. Il a visité, j'étais pas là. Elle dit ça. Lorsqu'il a visité Versailles, j'étais pas là. Donc elle se souvient qu'il avait eu une visite, mais non, mais c'est là où la communication était vraiment pas bonne, puisque en fait, elle a préféré mentir. C'est ce que, et en effet, tu as raison de le relever. C'est je mens d'abord, et après je me justifierai si vraiment on me met devant le fait accompli. Bon après, elle, je pense pas qu'elle aurait pu être victime. Elle était, elle est, il les préférait un peu plus jeunes. Mais c'est vrai qu'au niveau au niveau de la communication et en fait de la capacité à mentir de nos politiques. C'est-à-dire, il y a comme tu dis, il y aurait eu une justification de base, dire bah oui, c'est possible qu'il y ait une photo, qu'il y ait une visite, bon, ça serait passé sans trop de problèmes. Mais oui, en réalité, derrière, il y a certainement des liens et une influence d'un réseau que je décrivais du monde de la culture parisien qui est très connecté avec Jack Lang, etc. Un réseau qui est mondial, un réseau mondialiste et qui est très lié. On voit qu'il y a des liens entre les amateurs d'art et certaines problématiques touchant à l'enfance. Xavier Poussard avait rappelé clairement. que Madison Cox, la veuve de Pierre Berger, avait dessiné les plans de l'île Little Saint James dans les îles Vierges. On voit qu'il y a des connexions qui se font. Et même quand on parle de Élie de Rothschild avec Les Wexner, Élie de Rothschild était, donc il est décédé maintenant, mais il était l'un des plus grands collectionneurs d'art en France, amateur d'œuvres d'art. On sait que Pierre Berger lui-même avait une entreprise de vente d'objets d'art. Donc en fait, on retrouve tout ce microcosme à l'intérieur même du marché de l'art, et je vais le dire assez simplement. D'ailleurs, enfin, je veux dire, GP est aussi spécialisé dans certaines problématiques d'investissement. Le marché de l'art, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le meilleur marché pour blanchir de l'argent, faire circuler des œuvres avec des problématiques de non-fiscalisation, donc d'évitement de l'impôt. Voilà, c'est-à-dire les ultra riches peuvent se permettre de ne pas payer d'impôts en investissant dans des œuvres d'art. Et en fait, on voit bien qu'il y a un réseau. Grâce entre autres à Laurent Fabius, qui n'a jamais voulu cette loi sur l'ISF, ça échappe à l'ISF, sachant que parfois les tableaux sont plus chers que des appartements ou des châteaux. Exactement. C'est dire à quel point c'est sympathique. Et d'ailleurs, Macron, il a bien gardé l'impôt sur la fortune immobilière, il s'est jamais intéressé à ce sujet-là. C'est Non, là et aussi, encore une fois, ça signe quelque chose. c'est très intéressant, et je vois que bah, tu as la référence, puisque Laurent Fabius est justement, oui, l'instigateur de la possibilité pour certains épargnants d'art français de participer à ce grand marché de blanchiment de l'argent qui est le marché de l'art mondial, sachant que Laurent Fabius, pour que les gens comprennent, est le fils
d'un marchand d'art célèbre, donc dit brocanteur, mais d'un marchand d'art célèbre. Il vient de la famille Fabius Frères, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'historique et qui connaissaient les boutiques Fabius à Paris. Donc c'est très juste de le souligner, et ça a commencé, alors, comme par hasard, dans les années 80, où il y a eu des politiques de défiscalisation des œuvres d'art et de participation à ce marché mondial. C'est clairement un marché de blanchiment d'argent. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui ont des œuvres d'art chez eux blanchissent de Non, l'argent, mais comme tu l'as dit, c'est les œuvres d'art sont défiscalisées, exonérées d'une partie d'impôts, et il y a assez peu de contrôle en réalité sur les politiques d'achat. Je renvoie les gens aux affaires Wildenstein. Et d'ailleurs, on le sait, Ariane de Rothschild et Benjamin de Rothschild, de la compagnie financière Edmond de Rothschild, qui était lui-même un grand collectionneur d'art, puisqu'en fait, tous les Rothschild sont des mécènes et sont des collectionneurs d'art depuis des générations, ont aussi des pieds dans ce réseau de, je ne veux pas dire trafic, mais on pourrait parler de trafic, d'œuvres d'art, et cette volonté de créer des sociétés pour gérer ces œuvres qui ne sont pas taxées, pas fiscalisées, qui passent entre la France, les États-Unis, l'Angleterre. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'en fait, on voit que Jeffrey Epstein, au fur et à mesure des révélations des dossiers Epstein, a un rôle dans la création de trust, on l'a dit avec Caroline Lang, mais à travers différents acteurs. C'est-à-dire, on le voit aussi avec Léon Black. Léon Black, qui est un des co-conspirateurs de l'affaire Epstein et qui est clairement mentionné comme ayant violé une petite fille de 7 ans et l'ayant torturée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Léon Black, qui est un, un PDG de gestionnaire d'actifs d'une société qui s'appelle Apollo à Wall Street, est aussi connu comme un grand collectionneur d'art et un mécène du MoMA. Vous savez, donc on retrouve l'ensemble des acteurs. On pourrait presque dresser un portrait robot, c'est-à-dire pédocriminel avec Epstein, gestionnaire d'actifs ou de financier avec fortune, Wall ouais. Street, gestionnaire de Et fortune financier collectionneur avec Wall d'art. Street, et collectionneur d'art. On a le triptyque et on retrouve beaucoup de gens qui interviennent dans ces réseaux, et ça fait un nuage assez intéressant. Et malheureusement ou Marc heureusement pour nous, Gabriel. oui, Oui, j'aimerais envoyer une pique envers la gauche, la fameuse taxe Zuckman. Pourquoi ils ne se sont pas intéressés justement à ce sujet? Il y a une mine, d'ailleurs, bah, ça serait tellement populaire auprès des gens simples que de dire on va taxer les œuvres d'art des plus riches parce que moi je connais pas un smicard qui peut posséder un Picasso, quoi. C'est impossible. oui. Or, voilà. Et puis moi qui suis quand même un petit amateur d'art, j'ai pas de tableau chez moi, mais j'aime beaucoup la grande peinture, etc. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que c'est du blanchiment d'argent et vraiment du trafic, de la corruption généralisée. Parce que là, tu cites Picasso, mais en réalité, quand on regarde dans le détail, c'est un trafic qui est constitué à 70-80% autour de l'art contemporain. C'est-à-dire, en fait, d'œuvres d'art, bon, je ne vais pas aller au-delà, mais certains qualifiaient l'art contemporain d'art dégénéré. Mais quand on voit même les œuvres de Marina Abramovic, pour ceux qui connaissent Marina Abramovic, ou d'autres peintres qui sont liés à Epstein et qui avaient été mis en valeur, notamment à travers l'affaire Podesta, la révélation des mails Podesta et l'affaire du Pizzagate. Vous savez, il y avait ces fameuses peintures un peu étranges qui étaient très moches. Je ne parle pas du fond, mais en termes de qualité, j'ai des enfants, je pense qu'ils font pareil. Si on leur donne un pinceau et une toile. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce trafic d'œuvres d'art, et je pense que tu as totalement raison, aucun, aucun aucune réforme fiscale ne se penche sur cette question, parce qu'en fait, on pourrait très bien, on va dire, casser ce trafic en mettant une date, vous savez, sur les véritables œuvres d'art. On pourrait mettre une date, c'est-à-dire tout ce qui arrive après telle date, ce n'est pas considéré comme de l'art, on va dire, de Contemporain. l'art un peu traditionnel, voilà, ou contemporain. Mhm. Et donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces réseaux, vous avez aussi des artistes. J'ai cité Marina Abramovic, qui est la plus connue,
qui est d'ailleurs dans les dossiers Ah non, Epstein. elle a une concurrente, Claire Tabouret, Marc Gabriel, avec les vitraux de Ah oui, chez nous. Notre-Dame. Oui, 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 ça c'est oh oui, la référence française. Oui, oui. Oui, il y a évidemment des concurrents. Après, on a quand même tout un nuage d'artistes où la qualité des œuvres, alors évidemment tout est subjectif, mais on peut quand même se dire que tout est discutable et la valeur qui est affichée. Tu as parlé de Picasso, on est très très loin de Picasso. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une connexion entre ce marché de l'art où vous avez des artistes qui sont très très surcotés et dont la valeur est quand même discutable, mais qui vendent des œuvres à plusieurs millions, à plusieurs même des fois centaines de millions, ce qui pose des questions et en fait ce qui fait le lien avec ce réseau de trafic d'argent mondial et en fait d'échappement à l'impôt et à la fiscalité. En gros, l'impôt c'est pour les pauvres, hein, pour le dire clairement. Et c'est sûr que Gabriel Zuckman, étrangement, n'a pas prévu de volet de taxation des œuvres d'art. Et donc, je voulais en parler parce qu'en fait, on regarde l'affaire Epstein, et notamment avec le 22 avenue Foch, pour ceux qui ont été voir les photos, c'est décoré un peu à la Eyes Wide Shut. C'est très, très kitsch. Je ne vais pas dire moche, mais c'est très, très kitsch. Euh, c'est même très étonnant quand on sait enfin, Ghislaine Maxwell, elle sort pas quand même d'un milieu de nouveaux riches, alors que Epstein, il a des goûts de nouveaux riches, comme Donald Trump a des goûts de nouveaux riches. Tout à C'est fait. absolument pas des goûts de quelqu'un qui a hérité et qui a grandi dans un milieu de richesse. C'est vrai qu'il y a une éducation à la culture qui est pas très présente du côté d'Epstein et encore moins chez Trump où quand on voit la décoration de Donald Trump et à la Trump Tower, ça fait penser à un dictateur africain des années du XXe siècle, tout en Il lui or. manque les Voilà. chaînes en or. C'est ça, c'est très très bling bling. Mais pour revenir et clôturer ce chapitre, ce qui est certain, c'est que on voit qu'il y a des connexions avec le monde de l'art et je pense qu'on n'a pas fini de voir. Là, il y a eu cette semaine, vous savez, l'inauguration de la nouvelle version du magazine Lui. Donc des photographies de femmes dénudées, où en fait on s'est aperçu que l'un des, alors j'ai plus le nom en tête, mais l'un des protagonistes était directement lié à Epstein et était cité dans les dossiers Epstein. Et heureusement pour l'Élysée, il devait y avoir une participation de Brigitte Macron et même peut-être d'Emmanuel Macron à cette inauguration, mais ça a été annulé au dernier moment. Donc je pense soit ils se sont rendus compte qu'en pleine affaire Epstein, il fallait quand même éviter d'aller, on va dire, à Oh, il y proximité a de une certains autre affaire personnages. aussi, quand même. Oui, Le oui, 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 oui. sous-entendu, lui, bah écoute, je sais pas quoi. Il Oui, paraît que elle s'inquiète de ses tenues maintenant à cause de cette polémique. Aller inaugurer lui, enfin, oui, je sais c'était pas. peut-être pas la meilleure chose. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ils sont tellement Il y a un déconnectés. problème de l'œil, Marc C'est ça, Gabriel. c'est Voilà. ça. C'est qu'a priori, il y a chez les Macron, il y a beaucoup de problèmes ophtalmologiques. Donc, Absolument. ouais, donc c'est peut-être ça lui a évité une grosse problématique et une grosse polémique. Mais en tout cas, c'est intéressant et je pense que là, on a vu aussi avec Chalin, un des proches d'Atali, il y a tout un monde de la culture. Et je rappelle d'ailleurs que Bernard-Henri Lévy, qui est aussi un homme, c'est l'homme de la guerre sans l'aimer, mais c'est aussi l'homme de la culture, celui qui projette, vous savez, des grandes œuvres cinématographiques, Slava Ukraini, des œuvres que personne ne va voir, mais qui coûtent au CNC et aux finances publiques des centaines de milliers d'euros. Henri Lévy est un homme de culture, en plus d'être un philosophe, et son contact est présent dans les dossiers Epstein. Ce qui pose des questions, c'est-à-dire pourquoi Epstein avait le numéro, l'adresse mail, l'adresse de Bernard-Henri Lévy. On a tout un microcosme parisien qui est en train d'être mis en lumière à l'occasion de cette affaire Epstein. Et je pense que il serait peut-être temps que ça tombe. Alors on leur dit, en France il ne se passe rien. Ça va être mon dernier développement sur l'affaire Epstein en France. Là, les enquêtes, aucune commission
communication, je le répète de semaine en semaine, sur les enquêtes cadres autour de Jeffrey Epstein. Il y a eu des révélations, notamment de quotidiens, qui ont dit qu'en fait, à la suite de la perquisition du 22 avenue Foch, il avait été saisi des CD-ROM, des disquettes, des disques durs et même de l'argent liquide, des pierres précieuses, de l'or chez Epstein, avec aussi des nouveaux carnets d'adresses. Mais la police française, comme le FBI aux États-Unis, n'a pas trouvé bon de poursuivre certains protagonistes. Donc ça pose encore une fois des questions. Et pour les gens qui veulent agir dans cette affaire, je les invite, pour ceux que ça intéresse, à me contacter sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai préparé des modèles de courrier. Ça ne sert pas à grand-chose, mais au moins, dans le narratif, ça les embête quand même. Il y a un modèle de courrier auprès de la procureure de Paris, Laure Becquot, de relancer l'enquête et de faire des communications sur les enquêtes cadres, et aussi des modèles de courrier à vos députés. Hein, je rappelle que dans moins d'un an, les députés vont retourner, si tout va bien et qu'il y a des élections, vont retourner devant les électeurs. Et moi, personnellement, j'ai écrit, je le dis, à 120 députés, donc ce qui n'est pas la totalité de l'Assemblée. J'ai écrit il y a la semaine dernière. Pour l'instant, j'ai eu zéro réponse. Voilà, sur la demande de création de commission d'enquête. Je crois que j'ai eu un mail automatique qui m'a dit que ma demande allait être traitée. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quand même et j'ai écrit à tout le monde, et surtout à des députés et eux qui font de la cause des femmes et des violences sexuelles l'une de leurs cheval de bataille. Bah, quand on parle d'Epstein, bizarrement, il n'y a plus grand monde. Mais si des gens sont intéressés, je peux leur transférer des modèles de courrier et qu'ils envoient à leurs propres députés en circonscription, et où ils peuvent aussi envoyer au procureur de la République à Paris, puisque nous, citoyens, on doit demander des comptes à des gens qui ont laissé pourrir les enquêtes et qui les ont même refermées, le fameux Rémi Hetz, de 2019. On est, je le rappelle, en 2026, 7 ans après, il ne s'est rien passé. Alors là, aux États-Unis, ils commencent à enquêter et à faire des fouilles dans le ranch Zorro, vous savez, au Nouveau-Mexique. 7 ans après, c'est peut-être un peu tard, mais bon, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que rien n'est terminé et qu'il faut vraiment mettre la pression sur les pouvoirs publics pour les pousser et les forcer à faire des enquêtes, et au moins, en tout cas, à communiquer sur cette affaire Epstein qui est tentaculaire. De jour en jour, on a de nouvelles ramifications, et on doit absolument pousser pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Marc-Gabriel, je me permets juste de rajouter également que l'avion Epstein qui a été marqué comme étant un avion supprimé, on n'avait qu'à aller sur le X de Idriss Aberkane pour trouver une enquête qui est faite par un type qui s'est introduit dans cet avion, qui existe toujours, et cet avion n'a jamais été perquisitionné. C'est-à-dire à son bord, il y a encore tout est gardé tel quel. Donc c'est assez intéressant et est marqué comme C'est supprimé étonnant. en 2019. Très étonnant. Qu'est-ce que c'est Très étonnant. Bon, on va aller assez vite sur l'international. Quel était le premier message et ce qu'il faut retenir du premier message du guide suprême Mojtaba Khamenei, guide suprême iranien? Oui, donc il a parlé hier là sur une cassette audio. A priori, il est blessé, hein, ça avait été dit, puisque il faut rappeler qu'il a perdu son père, sa femme, son fils, son frère. Il a perdu une grande partie des membres de sa famille. Il a accentué le fait que la guerre devait continuer à être menée, et surtout cibler les bases américaines, continuer à frapper Israël, et du coup bloquer le détroit d'Ormuz. On voit que le détroit d'Ormuz va devenir stratégique, et déjà, alors ça fait les gorges chaudes de tous les médias. Je pense que cette semaine, à chaque fois que j'ai allumé, on va dire, une radio ou une télévision, il était question du détroit d'Ormuz. C'est le détroit d'Ormuz, le prix du pétrole, comment on va faire le détroit d'Ormuz, le prix du pétrole. C'est ce qui a aussi poussé Top Gun Macron à dire qu'il était prêt à procéder à une opération de délivrance, une opération purement défensive, ma chère Lara, évidemment, de libération du détroit d'Ormuz. Et on voit que là, ça va devenir très très compliqué. Trump a fait des discours un peu, je le dis, complètement débiles, où il a dit que la guerre était déjà gagnée, et que en gros, on a bien compris qu'il avait parlé d'abord au marché pour leur faire baisser les cours et le prix du pétrole, puisque Trump, n'oublions pas qu'il a été élu
auprès des Américains en leur disant qu'il allait faire baisser les matières premières, etc., et redonner du pouvoir d'achat aux États-Unis. Et on a vu que Trump aussi avait beaucoup parlé à sa base MAGA. Donc le détroit d'Ormuz, je pense que c'est l'actualité de la semaine. Alors a priori, il n'a pas été miné. Hein. Je crois, certains responsables iraniens sur le renseignement iranien et l'armée iranienne a dit qu'il n'y avait pas eu de minage qui avait été effectué du détroit d'Ormuz, ce qui peut se comprendre puisque les mines, même quand elles sont flottantes ou elles immergées, représentent pas forcément un danger, mais en tout cas une complication supplémentaire, même pour ceux qui les posent. Même s'il y a des moyens technologiques. Voilà. Donc, on voit que ça va se tendre de plus en plus. La guerre a officiellement dépassé le seuil des 12 jours qui était le seuil de la guerre précédente entre Israël et l'Iran et qui avait fini par un bombardement américain. Donc, on l'avait déjà dit ensemble, ma chère Lara, la semaine dernière, mais chaque jour qui passe, c'est un jour pour l'Iran. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus les Occidentaux, les Américains, les Israéliens, mais maintenant, on peut mettre l'ensemble des protagonistes occidentaux, puisqu'on voit que là, malgré nous, tu as parlé malheureusement de la mort d'un militaire français en Irak, à Erbil, malgré nous, nous sommes mêlés à ce conflit qui prend de l'ampleur, en tout cas où il y a une contamination au Moyen-Orient. Je pense que, alors on le voit, Trump veut absolument terminer la guerre, ce qui peut être inquiétant, parce qu'en fait, dans la réalité, les renseignements américains ont tous convenu que le régime iranien n'allait pas s'effondrer. Donc déjà, quand on a des fuites qui disent ça du régime iranien, c'est que le régime iranien doit être très 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 solide. Et on voit que le guide suprême, alors après, évidemment, j'entends les médias français dire, mais vous vous rendez compte, c'est une erreur stratégique, ils ont réinstallé une monarchie à la tête de l'Iran, ça va pas être accepté par les Iraniens, alors qu'en réalité, je pense que les Iraniens sont plus dans la symbolique de Ali et de El Hussein, du petit-fils du prophète, du neveu et du compagnon préféré du prophète. Donc je pense que le fait d'avoir nommé le fils Ramenei, qui, à mon avis, ne va pas accepter, on va dire qu'il va être intransigeant avec les Américains et les Israéliens suite à l'assassinat de toute sa famille pour faire simple. Je pense que l'Iran, là, est rentré vraiment dans une phase de résistance totale. Chaque jour qui passe, on verra la semaine prochaine, mais je pense que là, l'Iran est en train de se renforcer et le fait d'avoir stratégiquement, j'en avais parlé au tout début du conflit, avoir misé sur une déstabilisation du Moyen-Orient et donc des conséquences et des répercussions négatives sur l'économie mondiale, c'est un coup de maître parce qu'en fait, ça met sous pression Donald Trump et l'ensemble des acteurs. Et je pense que là, l'Iran est encore renforcé. Et la prise de parole du fils Khamenei, de Mojtaba Khamenei, va dans ce sens. On ne voit pas de faiblissement. Alors après, il faudra en parler au niveau militaire avec les experts militaires comme Sylvain Ferreira, et on verra ce que dit aussi Thierry Messant. Mais je ne vois pas de faiblissement de la part de l'Iran dans ce conflit, malgré les narratifs et la propagande occidentale. Je pense qu'on va aller au mois du conflit et que les Américains et les Israéliens vont au final être bien embêtés pour sortir de ce conflit en vainqueur. Et on y reviendra après si on développe le sujet Trump. Marc-Gabriel, moi je préciserais aussi que la pose des mines est un acte presque désespéré militaire. Pourquoi? Parce que on est soi-même après plus à l'abri. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé les mines, pour le déminage, bon courage, faut avoir beaucoup de moyens pour déminer et soi-même on devient, on peut plus pratiquer. Tandis que quand on revendique le fait qu'on n'a pas posé de mines, ça veut dire que le doigt sur la gâchette, c'est qu'il maîtrise encore la situation. Moi, je pense que c'est un signal très important parce que rappelons-nous ce qui s'est passé en 2022 ou début 23. L'Ukraine avait posé des mines dans la mer Noire et certains bateaux, y compris turcs, avaient été victimes des mines. Les mines, c'est le dernier acte d'une armée aux abois. Ça montre encore qu'ils sont pas aux abois. Ils le feront que quand ils seront plus en capacité de frapper d'une façon vraiment déterminée telle et telle cible. C'est ça la force de ce message. Oui, c'est très juste. Et en fait, c'est là où on voit que sur l'ensemble des éléments, alors il est clair
que le territoire iranien se fait ravager de bombes. Il y a des frappes qui tuent des civils. Je veux dire, être en Iran actuellement, notamment dans les grandes villes, à Téhéran, Ispahan, etc., je ne dis pas que c'est une partie de plaisir, mais on pourrait presque assimiler la résistance iranienne au bombardement de l'Angleterre contre des nazis sur l'Angleterre. C'est-à-dire l'Angleterre était bombardée aussi à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que c'est similaire et je vais totalement dans ton sens. En fait, on ne voit aucun signe du fait qui dirait que l'Iran est en bout de course. De toute façon, moi, je m'étais dit, si l'Iran est en bout de course, ils vont balancer tous les missiles sur Israël. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. En fait, on voit, ils continuent à attaquer les bases américaines, ils continuent à attaquer Israël. Ils ont une politique et une stratégie militaire qui est encore très variée et qui fait des dégâts. Hein. Évidemment, il n'y a pas de communication de la part des Israéliens et il est interdit de filmer les dégâts. Mais on sait tous que bah, les Américains ont été touchés et impactés gravement et que ça continue. Donc ça, c'est vraiment assez phénoménal. Moi, je vois à travers les réseaux russes certaines images fuites par là. Les bagarres à l'aéroport Ben Gourion où les gens veulent partir, ce genre de choses, on ne s'est pas montré du tout ici. On nous montre un truc très policé, ce que Israël veut bien montrer. En fait, je veux bien qu'il y ait un brouillard de la guerre, mais il faut encore une fois se rappeler que nous ne sommes pas participants. Donc, c'est pas à nous de participer à ce brouillard de la guerre et de diffuser des images de la propagande israélienne sur nos réseaux auprès de notre population. Ça n'a aucun intérêt. Tout Mais à fait. bon, ils le font. Quand tu dis que Trump risque de se retirer et que c'est dangereux, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Bah, en fait, alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que Trump a trahi, c'est-à-dire il a officiellement trahi sa base électorale et on voit qu'il est dans une impasse politique et comment va-t-il faire pour solutionner cette impasse politique? Et il commence à y avoir des craintes d'une bombe nucléaire qui serait tirée sur l'Iran pour en gros dire bon bah c'est bon, hein, je leur balance une bombe nucléaire comme ça avait été le cas avec Hiroshima et Nagasaki. Et en fait, la crainte commence à grandir, puisqu'en fait, on voit que sur le terrain militaire, quand je dis Trump, c'est les États-Unis ne pourront pas gagner. Il a déjà été en Iran, et je le répète, on l'a déjà dit, contre l'avis du Pentagone, ce qui est quand même assez rare. Je veux dire, d'un point de vue technique, en fait, c'est Israël qui a dit Trump, vas-y, il y est allé. On a toutes les déclarations de Rubio, etc., le prouvent. Donc, comment va-t-il se positionner par rapport à son opinion publique est-ce que Trump va pas être le nouveau Truman? D'ailleurs, là, j'ai vu passer il y a des réseaux sur les réseaux sociaux. Il y a un ouvrage de 1970 ou 1980 d'un écrivain qui s'appelle Epstein et qui met en scène un homme qui s'appelle Trumpelman. Donc ça c'est drôle, Trumpelman, et qui serait un dirigeant politique qui se fait élire sur une base populiste, comme quoi il doit redonner le pouvoir au peuple, et qui en fait devient un effroyable dictateur qui utilise l'arme nucléaire. Donc des fois, bon, je ne dis pas que ça va être le cas, mais il y a une crainte qui est réelle, c'est qu'on voit que Trump, contrairement à ce que certains disent, c'est pas un disciple de Sun Tzu. Bon, moi, je trouve qu'il fait déjà très très affaibli au niveau cognitif. Il fait papy de 80 ans qui est soumis à des fluctuations et à un chantage important. Voilà. Donc, est-ce que pour solutionner cet embourbement militaire américain, il va pas être prêt à balancer une bombe nucléaire tactique? Je dis pas que ça va arriver. Moi, j'espère pas qu'il le fera. J'espère qu'il va perdre les midterms, qu'il se fera impeacher et qu'il y aura un vrai leader MAGA et Make America Great Again comme Thomas Massie qui sera mis à sa place. Mais le problème, c'est jusqu'où est-il prêt à aller, notamment pour Israël, parce qu'en fait, Israël le contredit. Israël dit non, mais on n'a pas fini la guerre, et nous, on continuera jusqu'à qu'il n'y ait plus de régime. En gros, ils disent ça, ce qui risque aussi d'être compliqué. Par contre, ce qui va arriver, c'est que les Israéliens et les Américains ne vont plus avoir de missiles intercepteurs pour contrer les frappes iraniennes. Donc, il est très probable qu'au bout d'un moment, il y ait une pause. Je rappelle que c'est Trump qui avait fait la pause à la fin de la guerre des 12 jours, donc il pourrait très bien dire, bon, bah, on fait une pause,
on reconstitue nos stocks, mais c'est pareil, il y a des théâtres d'opération qui commencent à être dénudés, notamment l'Ukraine. Donc il y a on va dire une géopolitique militaire qui est en train d'être remise en cause par ce conflit. Et est-ce qu'il ne va pas être tenté d'utiliser un moyen pour, en gros, une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire je balance une bombe nucléaire et vous voyez, c'est moi le plus fort au final. Et, bon, je ne pense pas que les Russes et les Chinois laissent faire, mais en tout cas, je pense que c'est à craindre. Chère Marie-Gabrielle, j'espère que tu as encore un petit peu de temps parce que mon invité suivant n'est toujours pas apparu et j'ai deux remarques sur ce que Oui. tu dis. Je vois sur les réseaux russes deux versions. Une première version comme quoi déjà il va se retirer. Pourquoi? Parce qu'il a deux autres chantiers très intéressants pour les Américains, c'est le Groenland et le Cuba. Il va se retirer laissant les Israéliens s'embourber tout seuls et continuer tout seuls, chose qu'ils ne peuvent pas faire. Donc c'est le danger pourrait venir plutôt d'Israël, à ce titre-là, sur l'histoire d'une frappe nucléaire. Et d'ailleurs, les Russes disent, se banalisent l'idée qu'une frappe nucléaire peut être une solution. C'est ultra dangereux parce que première frappe nucléaire qui serait par derrière, en plus, raconté comme étant justifié, c'est ce qu'on va vivre. C'est-à-dire, on nous dira ici, c'était nécessaire. C'est ça qui est monstrueux. Donc, c'est-à-dire qu'on va nous banaliser une frappe nucléaire et amener à ce que d'autres frappes nucléaires aient lieu et on sorte finalement de la notion de dissuasion nucléaire et qu'on entre dans une notion de arme nucléaire. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis le second, c'est qu'il y a quand même son anniversaire et l'anniversaire des États-Unis cette année. Il ne peut pas accueillir ces événements-là étant en guerre. Ça, c'est un non-sens. C'est ce qui se dit sur les réseaux russes. Qu'est-ce que tu en penses de ces éléments-là? Alors, sur le premier élément, de toute manière, si Trump est sage et que on va dire, en gros, il a aidé Israël et il leur dit: «Bon, ben, j'ai fait ça, ne m'embêtez pas, maintenant laissez-moi me retirer», c'est totalement possible, que lui se retire. De toute manière, d'un point de vue opérationnel, il aurait tout intérêt à arrêter les frais tout de suite. Donc d'un point de vue quand je dis d'un point de vue intérêt américain, il aurait tout intérêt à dire: «Bon, on a l'Iran est fracassé pour 10 ans», ce qui est vrai, il y a des dommages importants en Iran. On se retire, nous on s'arrête là. Mais de toute manière, il reste la problématique israélienne, et ce qui est vrai. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou hier a dit qu'Israël était en train de devenir une puissance mondiale et qu'ils allaient continuer la guerre contre l'Iran jusqu'à l'arrivée du Messie. Là, c'est Benjamin Netanyahou qui dit ça, hein. Donc l'arrivée du Messie, d'accord, l'arrivée du Messie, elle arrive comment? Peut-être en bombardant avec une bombe nucléaire. Et c'est le Par risque. le chaos. Mais par le chaos. Et là, la problématique, c'est qu'on voit qu'il est tenu. Trump, par le déclenchement de la guerre en Iran, il est tenu par Israël. Donc on peut imaginer aussi un bombardement israélien sur l'Iran et qui soit au minimum avalisé par les États-Unis d'Amérique ou même des fois soutenu logistiquement, voire même soutenu par une deuxième frappe. Je rappelle qu'au Japon, c'était Hiroshima, Nagasaki. Et d'ailleurs, je fais le lien. Moi, j'avais décrit dans la revue GP la fusion du complexe militaro-industriel américain. Le sujet de l'article, c'était en 3 volets, c'était l'année dernière, sur le fait qu'en fait, le complexe militaro-industriel américain était en réalité un complexe militaro-industriel israélien. Et en fait, les faits me donnent raison. Et même les déclarations politiques de Netanyahou me donnent raison. Je veux dire, Netanyahou, quand on regarde les choses d'un point de vue opérationnel et militaire, il n'a pas du tout les capacités pour mener une guerre avec l'Iran, et tu l'as très justement dit. Donc, où ça va s'arrêter? Je veux dire, alors Netanyahou, il est lui-même dans un agenda messianique pour se sauver lui-même, parce il y a un procès de corruption qui l'attend et il doit être auditionné. Donc, on va dire, la perspective de la guerre, elle est intéressante. C'est pour ça que tu as parlé du Liban. Là, maintenant, il est lancé dans une opération Gaza 2 avec le sud Liban. Ce qui se passe au Liban, c'est exactement la même chose. Alors, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, c'est la volonté du ministre des Finances, Smotrich, qui a dit qu'ils allaient faire du sud Liban la même chose que ce qu'ils avaient fait avec Khan Younes à Gaza. Donc là, on est quand même dans
on va dire, dans une perspective politique qui est totalement belliciste et ahurissante, et personne ne bouge. Sur le Liban, tu l'as dit, bon, Macron a dit on va emmener des bateaux pour donner de l'aide aux 700 000 réfugiés, oh les pauvres Libanais. Mais en fait, là, il devrait y avoir une condamnation internationale qui serait très très importante, et même peut-être des représailles envers Israël qui devraient, je veux dire, si on était dans un monde normal, on dirait ne touchez pas au Liban, sinon on vous balance des bombes, Israël. Ça devrait se passer comme ça. Et ça se passe évidemment pas comme ça. Donc je m'arrêterai là, mais on voit que là, il y a quand même une fuite en avant qui a été enclenchée, et ça fait écho à ce qu'il y avait une excellente émission de GP avec Gérard Chevrier et Pierre Hillard, où on peut trouver que les hypothèses qui sont, on va dire, développées à la fois par Gérard Chevrier et à la fois par Pierre Hillard sont quand même, en tout cas, ne sont pas souhaitables et sont jusqu'au boutistes. Mais en tout cas, malheureusement, il est possible que ces analyses se matérialisent dans les faits, puisqu'on est dans une dynamique jusqu'au boutiste et belliciste qui va avoir du mal à s'arrêter. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire. La malédiction iranienne pourrait s'élargir et ne pas s'arrêter à Donald Trump, et en réalité s'élargir au monde entier. Au monde entier. Je te remercie, cher Marc-Gabriel. Je dois m'organiser parce que voilà, j'ai un invité en retard, un autre en avance. Je vais profiter de sa présence pour du coup changer un petit peu le planning. Cher Marc-Gabriel, un mot peut-être avant que je ne fasse la publicité de ton livre. Il est toujours Merci. sous la main. Voilà. Merci, ma chère. Donc CBDC, une monnaie pour asservir l'humanité. D'ailleurs, dans l'article GPT, enfin géopolitique profond, tu parles de la tokenisation, donc la mutation finale du système financier mondial. Ouais. Je recommande cet article aux auditeurs. Alors pour faire le lien avec le livre aussi, j'ai un chapitre sur la guerre. Donc à la fin du livre, il y a un chapitre sur la Grande Guerre, justement, qui doit par plusieurs conséquences permettre, on va dire, l'établissement de ces outils de grande numérisation et surtout de contrôle total. Donc ça fait un peu le lien, et malheureusement on est rentré dans une ère belliciste et de grande guerre qui, à cause d'Israël, hein, parce que je pense que l'élément moteur, bien plus que Donald Trump, c'est Israël, à cause d'Israël, ne semble pas pouvoir s'arrêter, parce qu'ils sont quand même dans un délire de messianisme actif qui va être dur à endiguer, à part si il y a une frappe iranienne qui arrive à toucher les bonnes personnes. Peut-être que ça s'arrêtera. Mais en tout cas, espérons que les prochaines semaines, on voit un effondrement du narratif guerrier et jusqu'au boutisme de grand chaos, comme tu l'as dit, généralisé, parce que au bout d'un moment, ça va nous concerner, et ça nous concerne déjà, puisqu'on a perdu, nous, Français, un militaire mort dans le cadre de cette guerre, ce qui est très Une triste aberration. et qui est surtout une aberration. Tout à fait. Voilà. Voilà, mais on attend les frégates dans le détroit d'Ormuz. Macron a promis qu'il l'enverrait pour escorter le pétrole mondial. Soi-disant, nous on n'est même pas concernés, mais bon, ça c'est. Bon, j'espère qu'il ne le fera pas. Je pense qu'on en est encore loin. Il a fait des annonces. Peut-être qu'il va avoir des conseillers diplomatiques au Quai d'Orsay ou des conseillers militaires qui vont le freiner, qui vont le dire non, non, faites pas ça. Gabriel, Parce que j'espère que là, nos militaires sont pas suicidaires. C'est juste ça, à la limite. C'est ceux qui exécutent les ordres, qui sont capables aujourd'hui de voir ce qu'on leur demande, quoi. moi, j'ai encore l'espoir qu'il y ait des gens dans la chaîne de commandement qui freinent Macron et qui disent non, on peut pas faire ça. C'est pas nous, la France, de faire ça. Vous allez nous entraîner dans quelque chose qui va nous dépasser. Bon, on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines, mais en tout cas, c'est inquiétant, ça, c'est certain. D'ailleurs, les deux porte-avions américains, aussi bien Abraham Lincoln que Gerald Ford, les deux ont des soucis avec des incendies à bord. Techniques. Et ils se sont retirés des côtes. Ils ont reculé des côtes iraniennes. Mais oui, ça doit être des soucis techniques. Oui. Ça arrive, Ouais. ça arrive. Yeah.